Vendredi 5 août. Aucun avion ne survolait plus Havan de façon régulière depuis que la base de l'armée de l'air de Bangor avait été fermée à la fin des années 1960. Si quiconque avait mis le vaisseau à jour à cette époque, cela aurait pu provoquer quelques ennuis. Des appareils de la base Dow traversaient le ciel 4 à 5 fois par jour, ébranlant les fenêtres et les cassant parfois par leur bang en franchissant le mur du son. Les pilotes n'étaient pas censés voler à des vitesses supersoniques au-dessus du continent américain, sauf nécessité absolue, mais les têtes brûlées qui pilotaient des F-4, pour la plupart des gamins qui ne s'étaient pas encore tout à fait débarrassés de leur acné juvénile sur les joues et sur le front, se montraient parfois un peu exubérants. Les avions de chasse prenaient la relève des petites bombes automobiles genre Mustang que ces adolescents montés en graines conduisaient depuis moins d'un an. Quand Dow ferma, il resta quelques appareils de la garde nationale, mais leur plan de vol les emmenait plus au nord, vers la base de Loring, près de Limestone. Après quelques tergiversations, la base Dow fut transformée en aéroport commercial et rebaptisée Aéroport international de Bangor. Certains pensèrent que c'était là un nom bien prétentieux pour un aéroport qui n'accueillait que quelques vols quotidiens vers Boston et une poignée de peepers en partance pour la grande aventure d'un saut de puce jusqu'à Augusta ou Portland. Mais le trafic aérien finit par s'accroître et dès 1983, l'aéroport international de Bangor débordait d'activité. 2 compagnies commerciales le desservaient et plusieurs vols internationaux y atterrissaient pour se ravitailler en carburant, ce qui justifia a posteriori son nom grandiose. Pendant quelque temps, au début des années 70, certains vols commerciaux passèrent au-dessus de Haven, mais les pilotes et les navigateurs faisaient régulièrement état de problèmes de radar dans le secteur codé G3, un carré qui englobait presque tout Haven, tout Albion et la région de China Lakes. Ce type d'interférence locale, connu sous le nom de popcorn ou de brume d'écho, ou bien de façon plus imagée encore de merde de fantôme, est aussi régulièrement signalé au-dessus du triangle des Bermudes. Les boussoles s'affolent et l'équipement électrique crépite, souvent comme un fou. En 1973, un appareil de la compagnie Delta, se dirigeant vers le sud, de l'aéroport de Bangor vers celui de Boston, avait failli entrer en collision avec un appareil de la TWA, assurant la ligne Londres-Chicago. Dans les 2 avions, les cocktails furent renversés. Une hôtesse de la TWA fut brûlée par des projections de café. En dehors des équipages, personne ne sut à quel point on était passé près de la catastrophe. Le copilote de Delta éjecta le contenu brûlant de ses intestins dans son pantalon et ne put contrôler un rire hystérique avant l'atterrissage à Boston. 2 jours plus tard, il démissionnait. En 1974, un des moteurs d'un charter de la compagnie Big Sky, transportant vers Las Vegas de joyeux piliers de tripots de Bangor et des provinces maritimes du Canada, perdit de la puissance au-dessus de Haven et dut retourner à Bangor. Quand on fit redémarrer le moteur au sol, il tourna parfaitement. Une autre collision fut encore évitée de peu en 1975. Dès 1979, tous les plans de vol commerciaux contournaient la région. Quand on interroge un contrôleur aérien sur ce phénomène, il se contente de hausser les épaules et de dire que c'est un dragon, c'est le mot qu'ils emploient. Il y a des lieux comme ça, ici et là, et personne ne sait pourquoi. Alors il est plus simple de dérouter les avions et de penser à autre chose. Dès 1982, même les avions privés se voyaient régulièrement invités à contourner le secteur G3 par les contrôleurs d'Augusta, de Waterville et de Bangor. Si bien qu'aucun pilote n'avait pu voir le grand objet luisant exactement au centre du carré G3 sur la carte côte est numéro 2 du contrôle aérien. Aucun pilote avant Peter Bailey dans l'après-midi du 5 août. Bailey, un pilote privé, totalisait 200 heures de vol en solitaire. Il pilotait un Cessna Hawk WP et il aurait été le premier à vous dire que ça lui avait coûté quelques pots de banane. C'était ainsi que Peter Bailey appelait les billets de banque. Il trouvait ça hilarant. Le Hawk volait à 250 km/h et pouvait monter à 6000 mètres sans s'essouffler. La centrale de navigation du Cessna empêchait qu'il se perde. L'antenne spéciale, en option, avait coûté quelques pots de banane à Bailey. En d'autres termes, c'était un avion qui pouvait presque voler de lui-même, mais il n'avait pas besoin de se donner cette peine avec un pilote aussi formidable que Peter Bailey aux commandes. Peter Bailey avait une dent contre sa compagnie d'assurance. C'étaient des voleurs de grands chemins, et il avait ennuyé à mort ses partenaires de golf en leur racontant les infamies des compagnies d'assurance. Il avait des tas d'amis qui volaient, leur avait-il affirmé. Beaucoup totalisaient bien moins d'heures de vol que lui sur leur licence, et refilaient beaucoup moins de pots de banane que lui à ces mécréants des assurances.
Il aurait fallu le payer cher pour voler avec certains d'entre eux, disait-il, même s'il possédait le dernier avion de la Terre et si sa femme était à Denver en train de mourir d'une hémorragie cérébrale. Mais ce n'était pas la somme à payer qui lui valait la plus grande des humiliations. La plus grande des humiliations était que lui, Peter Bailey, lui, neurochirurgien de grand renom, qui gagnait bien plus de 300 000 pots de bananes par an, avait dû accepter une assurance restrictive s'il voulait voler. Il expliquait à ses auditeurs captivés, qui souvent regrettaient amèrement de ne pas s'être contentés de jouer les 9 premiers trous, ou mieux, de rester au bar à siroter quelques Bloody Mary, qu'une assurance restrictive ne couvrait que des risques contrôlés. C'est le genre de police qu'on impose aux adolescents et aux ivrognes pour leur voiture. Merde, plus discriminatoire, tu meurs. S'il n'était pas aussi occupé, il attaquerait ces salauds en justice, et il gagnerait. Bon nombre de partenaires de golf de Bailey étaient des avocats, et la plupart savaient qu'ils ne gagneraient pas. Les assurances évaluaient leurs risques sur la base de statistiques, et les médecins détenaient le record des plus mauvais pilotes au monde, tous groupes socio-professionnels confondus. Rescapé d'une de ces tirades, un joueur remarqua, alors que Bailey, toujours écumant de rage, se dirigeait vers le bar. « Je n'irais même pas à Denver dans la voiture de ce fils de pute prétentieux si ma femme était en train de mourir d'une hémorragie cérébrale. » Peter Bailey était exactement le genre de pilote pour qui on avait inventé les statistiques. Il existe indubitablement, partout en Amérique, des médecins qui sont des pilotes exemplaires, mais Bailey n'était pas l'un d'eux. Rapide et sachant prendre ses responsabilités dans la salle d'opération, quand on avait ouvert une fenêtre dans la tête d'un malade pour découvrir la masse rose grisâtre de son cerveau, aussi délicat qu'un funambule avec le scalpel et le bistouri à laser, il était dans les airs un pilote maladroit qui violait constamment les consignes d'altitude des contrôleurs aériens, les règles de sécurité et les indications de son propre plan de vol. Pilote téméraire, il ne pouvait justifier que de 200 heures de vol, ce qui, en aucun cas, ne le classait dans la catégorie des vieux pilotes, même avec beaucoup d'imagination. La position adoptée par les assurances à son égard n'était que le reflet d'une vieille certitude. Un pilote pouvait être téméraire ou vieux, mais pas les deux à la fois. Ce jour-là, il volait seul de Teterboro, près de New York, à Bangor. À Bangor, il aurait une voiture et se rendrait à l'hôpital de Derry. On l'avait appelé en consultation auprès du jeune Hillman Brown. Comme le cas était intéressant et les honoraires corrects, et comme il avait entendu dire beaucoup de bien du terrain de golf d'Orono, il avait accepté. Pendant tout le trajet, le temps avait été idéal. Bonne visibilité, pas de turbulence. Bailey avait beaucoup aimé cette escapade. Comme toujours, son carnet de vol était aux oubliettes. Il avait raté une balise, décidé qu'une autre devait être détraquée. Il avait heurté sa radio d'un coup de coude. Et il s'était écarté de son altitude imposée de 3500 mètres, montant jusqu'à 5000 ou descendant jusqu'à 2000. Mais il avait une fois de plus évité de tuer qui que ce soit, par une bénédiction qu'il était malheureusement trop stupide pour reconnaître. Il s'était également beaucoup écarté de sa route, si bien qu'il survola Haven, où un grand éclair de lumière frappa soudain ses yeux. C'était comme si quelqu'un dirigeait sur lui le reflet du couvercle de la plus grosse boîte de conserve du monde. Nom de Dieu, qu'est-ce que... Il avait regardé en contrebas et vu d'où venait ce reflet, d'une telle taille et d'une telle luminosité. Il aurait pu ne pas s'y intéresser et continuer pour voler le lendemain encore, ou pour entrer en collision avec un avion de ligne plein à craquer. Mais il était en avance, et la chose l'intrigua. Il fit demi-tour. Mais où c'était? De nouveau ce reflet, assez lumineux pour lui imprimer un croissant bleu sur la rétine quand il ferma les paupières. Des ondulations de lumière parcouraient la cabine de pilotage. « Seigneur !» fit-il. Là, en dessous de lui, dans une clairière d'un bois vert terne, gisait un immense objet argenté dont il ne put pas dire grand-chose avant de virer de nouveau à bâbord sur son aile. Descendant à 2000 mètres, pour la seconde fois ce jour-là, Bailey refit demi-tour. Il commençait à avoir mal à la tête, mais il mit cela sur le compte de l'excitation. Il avait d'abord pensé que c'était un château d'eau, mais personne ne bâtirait un château d'eau aussi grand au fond des bois. Il survola de nouveau l'objet, à 1500 mètres cette fois. Il avait réduit les gaz du Hawk autant qu'il l'avait osé, c'est-à-dire beaucoup plus qu'aucun pilote plus expérimenté ne l'aurait osé, mais le Hawk était un bon avion et il lui pardonna. Un engin spatial, se dit-il cette fois, presque malade d'excitation. Un gros engin en forme de soucoupe enfoncé dans la terre. Un truc de la NASA? Non, mais si cet engin appartenait au gouvernement, comment se faisait-il qu'il n'était pas recouvert d'un filet de camouflage?
et tout autour, le sol avait été excavé. D'en haut, la tranchée creusée dans le sol se distinguait très clairement. Bailey décida de survoler encore une fois l'engin. Il allait même passer en rase-motte, quand son regard se posa sur ses instruments de contrôle. Son cœur s'arrêta d'un seul coup. Sa boussole tournait bêtement en rond. La jauge de carburant entrait dans le rouge. L'altimètre monta soudain à 7000 mètres, s'arrêta brièvement, puis retomba à zéro. Le brave moteur de 195 chevaux du Cessna produisit une terrifiante secousse. L'avion piqua du nez. Le cœur de Bailey lui monta dans la gorge. Sa tête battait. Devant ses yeux exorbités, des aiguilles tourbillonnaient, des lumières passaient du vert au rouge, comme des signaux routiers pour pygmées, et l'alarme sonore de l'altimètre, dont le rôle était de dire au pilote rêveur « Réveille-toi, imbécile, tu vas pas tarder à percuter un grand objet immuable appelé la Terre », se mit à résonner, alors qu'elle n'aurait dû le faire qu'en dessous de 200 mètres, et que Bailey voyait de ses propres yeux que son appareil était toujours à 1500 mètres, peut-être même davantage. Il regarda le thermomètre digital qui enregistrait la température extérieure. Les chiffres s'agitèrent entre 8 et 14 avant de descendre à -5, où ils restèrent un moment avant d'indiquer 999. Les chiffres rouges en restèrent là, plus ou moins lumineux d'une seconde à l'autre, avant que le thermomètre n'éclate. « Mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici » s'écria Bailey, qui regarda stupéfait une de ses incisives voler hors de sa bouche, rebondir sur le cadran de l'altimètre et tomber par terre. Le moteur eut un nouveau sursaut. « Oh merde » murmura Bailey. Maintenant, il était malade de peur. Du sang, provenant de sa gencive, privée d'une dent, coulait sur son menton, et une goutte s'écrasa sur sa chemise Lacoste. La chose luisante passa une fois encore sous ses ailes. Le moteur du Hawk trembla et s'arrêta. Il commença à perdre de l'altitude. Oubliant tout ce qu'il avait appris, Bailey tira le manche à balai aussi fort qu'il le put, mais l'avion silencieux ne pouvait répondre. La tête de Bailey battait et cognait. Le Cessna tomba à 1300 mètres, 1100, 1000. Bailey tendit une main comme un aveugle et pressa le bouton de redémarrage d'urgence. Le kérosène fusa dans les carburateurs. L'hélice sursauta, puis s'arrêta à nouveau. Le Cessna était descendu à 700 mètres. Il survola la vieille route de Derry, tellement bas que Bailey put lire les heures des messes sur le panneau planté devant l'église méthodiste. « Nom de Dieu » murmura-t-il, « je vais mourir !» Il tira à fond le starter et enfonça désespérément le bouton de redémarrage. Le moteur toussa, ronronna un temps, puis se mit à bégayer. « Non » hurla Bailey. Un vaisseau se rompit dans son œil gauche et des larmes de sang coulèrent le long de sa joue. Affolé, terrorisé, il ne le remarqua même pas. Il s'acharna sur le starter. « Non, ne cale pas, putain d'avion !» Le moteur rugit. L'hélice tourna jusqu'à devenir invisible, renvoyant seulement un rayon de soleil. Bailey tira sur le manche. Le Hawk, malmené, se mit à protester à nouveau. « Saloperie d'avion ! Saloperie d'avion !» hurlait Bailey. Maintenant, son œil gauche était plein de sang, et il prit conscience à un certain niveau que le monde semblait avoir une étrange coloration rose, mais il n'avait ni le temps ni l'envie d'y penser. Il ne ressentait que de la rage devant cette situation stupide. Il laissa aller le manche. Le Cessna, autorisé à monter selon un angle presque normal, se remit au travail. Le village de Haven défila sous l'appareil, et Bailey se rendit compte que les gens levaient les yeux vers lui. Il était assez bas pour qu'on puisse noter son numéro d'immatriculation, si quiconque y songeait. « Allez, vas-y » ordonna-t-il en serrant les dents. « Vas-y, grimpe ! Parce que lorsque j'en aurai fini avec la Cessna Corporation, tous les actionnaires, jusqu'au dernier, n'auront plus que leurs sous-vêtements à se mettre. Je vais traîner ces fils de pute négligents en justice pour chaque pot de banane qu'ils ont empoché. » Le Hawk remontait doucement, son moteur ronronnant comme un chat. La tête de Bailey faisait tout ce qu'elle pouvait pour s'arracher de ses épaules, mais il lui vint soudain une idée d'une simplicité tellement stupéfiante et aux ramifications tellement fabuleuses que rien d'autre ne compta plus. Il avait compris le fondement physiologique de la bilatéralité du cerveau humain, rien de moins. Cela conduisait directement à la compréhension de la mémoire de l'espèce, non pas seulement en tant que concept brumeux, mais en tant que fonction de l'ADN et de l'empreinte biologique, ce qui permettait ensuite de comprendre ce que signifiait vraiment la capacité qu'avait le corps calleux d'augmenter sa production d'énergie pendant les périodes d'activité accrue des glandes endocrines, phénomène qui laissait perplexes les scrutateurs du cerveau humain depuis 30 ans. Peter Bailey comprit soudain que le voyage dans le temps,
Le véritable voyage dans le temps était à sa portée. C'est à cet instant qu'une grande partie de son propre cerveau explosa. Une lumière blanche jaillit dans sa tête, une lumière blanche exactement semblable à celle que lui avait envoyée cet objet dans les bois. S'il s'était effondré vers l'avant, enfonçant le manche, les gens de Haven auraient eu un autre problème sur les bras. Mais il se renversa en arrière, la tête dodelinant au bout de son cou, du sang coulant de ses oreilles. Il leva les yeux vers le plafond de l'habitacle avec une expression finale de prodigieuse surprise. Si le pilote automatique du Cessna avait été enclenché, l'avion aurait certainement continué à voler dans la plus parfaite sérénité jusqu'à ce qu'il n'ait plus de carburant. Les conditions atmosphériques étaient optimales et on avait déjà vu des cas semblables. En fait, l'avion plana à 1800 mètres pendant 5 minutes. La radio braillait au neurochirurgien mort de lever sur le champ son cul jusqu'à l'altitude qui lui avait été assignée. Au-dessus de Derry, un courant engagea l'avion dans un lent virage sur l'aile. Il décrivit un long arc de cercle en direction de Newport. Puis l'arc se resserra et devint une spirale. La spirale, une vrille. Un gosse qui pêchait d'un pont sur la route numéro 7 leva les yeux et vit un avion qui tombait en tire-bouchon du haut du ciel. Il le regarda, bouche bée, s'écraser dans le champ du nord appartenant à Ezra Dockery et exploser en une colonne de flammes. « Nom de Dieu !» hurla l'enfant. Il abandonna sa canne à pêche et courut à la station Newport Mobile, un peu plus loin sur la route, pour appeler les pompiers. Peu après qu'il fut parti, une perche voulut déguster son verre, mordit à l'hameçon et entraîna la ligne. Le gosse ne retrouva jamais sa canne à pêche, mais il était tellement excité d'avoir combattu le feu dans le champ de Dockery et d'avoir retiré le pilote rôti des restes du Cessna qu'il ne s'en soucia guère. Samedi 6 août. Newt et Dick étaient attablés au Haven Lunch, le journal déployé devant eux. On y parlait surtout de nouvelles flambées de violence au Proche-Orient, mais l'histoire qui les concernait ce matin-là se trouvait au bas de la page. Un neurochirurgien se tue aux commandes de son avion, disait le titre. Sur la photo, on ne pouvait rien reconnaître du si beau Cessna Hawk, à part sa queue. Ils avaient repoussé leur petit déjeuner sur un coin de la table, sans presque y goûter. Maintenant que Beach était mort, c'était Molly Fenderson, sa nièce, qui faisait la cuisine. Molly était une fille vraiment gentille, mais ses œufs au plat avaient l'air de trous du cul brûlés. Dick pensait qu'ils en avaient aussi le goût, bien qu'il n'eût jamais vraiment mangé un trou du cul, ni brûlé, ni autrement. « Peut-être que si, dit Newt. Dick le regarda, sourcils levés. « Ils mettent vraiment n'importe quoi dans les hot dogs. En tout cas, c'est ce que j'ai lu. » Dick sentit son estomac se retourner. Il dit à Newt de fermer sa grande gueule. Newt resta un instant silencieux, puis il dit « Doit bien y avoir 20 ou 30 personnes qui ont vu cette connerie d'engin perdre de l'altitude au-dessus du village. »« Tous d'ici » demanda Dick. « Oui. »« Alors, on n'a pas de problème, hein ?»« Non, je crois pas, » répondit Newt en aspirant une gorgée de café. « Du moins, tant que ça se reproduit pas. » Dick secoua la tête. « Ça devrait pas. Le journal dit que l'avion avait dévié de sa route. »« Ouais, c'est ce que ça dit. T'es prêt ?»« Ouais. » Et ils sortirent sans payer. L'argent avait cessé de présenter un bien grand intérêt pour les habitants de Haven. Dick Allison avait entreposé plusieurs grands cartons de billets dans son sous-sol, dans l'ancienne cave à charbon. Des billets de 20, de 10 ou d'$1 pour la plupart. Haven était un petit village, et quand les gens avaient besoin d'argent liquide, ils venaient en chercher, la maison n'était pas fermée. En plus des machines à écrire télépathiques et des chauffe-eau qui marchaient grâce aux molécules effondrées, Haven avait inventé une forme presque parfaite de collectivisme. Sur le trottoir, devant le lunch, ils regardèrent en direction de l'hôtel de ville. Le clocher de l'horloge tremblotait. Parfois il apparaissait, aussi solide qu'un Taj Mahal de briques, bien que moins beau, et à d'autres moments on ne voyait plus que le ciel bleu au-dessus des ruines désordonnées de sa base. Et puis il réapparaissait. Sa longue ombre matinale flottait comme celle d'un store soulevé par un vent intermittent. Newt découvrit que parfois l'ombre était là, alors que la tour elle-même n'y était plus, ce qu'il trouva particulièrement déroutant. « Bon Dieu, si je regarde trop longtemps cette saloperie, je vais devenir dingue !» annonça Dick. Newt demanda si quelqu'un s'occupait de réparer les dégâts. « Tommy Jacqueline et Esther Brooklyn ont dû s'y rendre à Derry, » répondit Dick. « Ils doivent aller dans 5 stations-service différentes et dans les 2 magasins de pièces détachées pour voitures. Je leur ai donné pas loin de $700 et je leur ai demandé de rapporter au moins 20 batteries de voitures, s'ils pouvaient. Ils sont censés disperser leur achat.
Il manque pas de gens dans les villages environnants qui croient que les habitants de Haven ont la folie des batteries. Tommy Jacqueline et Esther Brooklyn demanda Newt d'un ton dubitatif. Mais c'est que des gosses. Est-ce que Tommy a au moins son permis, Dick? Non, dut avouer Dick. Mais il a 15 ans, une autorisation, et il conduit très prudemment. En plus, il est grand. Il a l'air plus vieux que son âge. Et la gamine aussi. Non, tout ira bien. Bon sang, c'est rudement risqué, dit Newt. Ils communièrent en pensée, qui étaient davantage des images que des mots. C'est de plus en plus fréquent à Haven, où les gens apprenaient cet étrange nouveau langage de la pensée. Malgré ses craintes, Newt comprenait le problème fondamental qui avait poussé Dick à envoyer un couple de gamins à Derry dans le pick-up des Fanins. Ils avaient besoin de batterie, ils en avaient besoin, et il devenait de plus en plus difficile pour ceux qui vivaient à Haven de quitter Haven. Si un vieux bonhomme comme Dave Rutledge ou ce vieux con de John Harley essayait, il serait mort, et probablement en train de pourrir déjà, avant d'arriver à l'entrée de Derry. Il faudrait plus longtemps pour des hommes plus jeunes comme Newt et Dick, mais ils y passeraient aussi, et probablement très douloureusement, à cause des modifications physiques qu'ils avaient commencé à subir dans le hangar de Bobby. Ni l'un ni l'autre n'était surpris que Hilly Brown soit dans le coma, et pourtant il était parti quand les choses ne faisaient que commencer. Tommy Jacqueline avait 15 ans, Esther Brooklyn 13. Du moins avait-il la jeunesse pour eux, et ils pouvaient espérer partir et revenir sans disposer de combinaisons spatiales comme celle de la NASA, qui les protège de ce qui était maintenant pour eux une atmosphère étrangère et malsaine. Il aurait été de toute façon hors de question d'utiliser de tels équipements, même s'ils en avaient possédé. Ils auraient bien pu fabriquer quelque chose, mais s'ils avaient débarqué au magasin de pièces détachées à Derry en combinaison lunaire, on n'aurait pas manqué de leur poser quelques questions, et même davantage. J'aime pas ça, dit enfin Newt. Moi non plus, répliqua Dick. J'aurai pas une minute de répit tant qu'ils seront pas de retour. J'ai posté le vieux docteur Warwick à la limite de Haven et de Troyes pour qu'il s'en occupe dès qu'ils... S'ils... Et je crois qu'ils reviendront, mais ils auront mal. On doit s'attendre à quel genre de problème? Dick secoua la tête. Il ne savait pas. Et le docteur Warwick se refusait à la moindre conjecture. Il avait pourtant demandé mentalement à Dick ce qui, selon lui, arriverait à un saumon qui déciderait de remonter le courant à vélo au lieu de nager vers sa frayère. Eh bien, dit Newt d'un air songeur. Eh bien, rien, répondit Dick. On peut pas laisser ce truc, il montra du menton la tour branlante, comme il est. Newt répondit. On est presque au bout du chemin maintenant. Je crois qu'on pourrait laisser tomber. Ah, peut-être, peut-être pas. Mais on a besoin de batterie pour d'autres choses, et tu le sais. Et il faut encore qu'on soit prudent, ça aussi tu le sais. Oui, on n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace. Oh, on va te faire foutre, connard, allait dire Newt. Mais il se retint, bien que chaque jour qui y passait, il aimait de moins en moins Dick Allison. En fait, Haven fonctionnait sur batterie maintenant, exactement comme une voiture miniature pour enfants. Et il leur fallait de plus en plus de piles, plus puissantes aussi. Les commander par correspondance aurait été trop lent, et auraient en outre risqué de déclencher une sorte de signal d'alarme. On ne pouvait pas savoir. En fait, Newt Beringer était mal à l'aise. Ils avaient survécu à la catastrophe aérienne, mais si quoi que ce soit arrivait à Tommy et à Esther, pourraient-ils y survivre? Il ne savait pas. Il savait seulement qu'il n'aurait pas de paix avant que les enfants soient de retour à Haven, chez eux. Dimanche 7 août. Gardiner était au travail, près du vaisseau, et il le regardait, tentant de décider, à nouveau, si quoi que ce soit de bon pouvait sortir de ce merdier, et sinon, s'il y avait un moyen de s'en tirer. Il avait entendu le petit avion 2 jours auparavant, bien que, se trouvant dans la maison, il en fût sorti un instant trop tard pour le voir à son 3e passage. 3 passages, c'était 2 de trop. Il était certain que le pilote avait repéré le vaisseau et la tranchée. Cette pensée lui avait procuré un soulagement étrange, un peu amer. Et puis, la veille, il avait lu l'article du journal. Inutile d'être bardé de diplôme pour comprendre. Le pauvre docteur Bailey s'était égaré, et ce résidu de l'armada spatiale de Ming, l'impitoyable, avait bloqué ses commandes. Est-ce que cela le rendait, lui, Jim Gardiner, complice de meurtre? C'était possible, et qu'il ait ou non tiré sur sa femme, Gard n'était pas enthousiaste à cette idée. Freeman Moss, l'austère homme des bois d'Albion, n'était pas reparu ce matin. Gard se disait que le vaisseau était venu à bout de ses fusibles, comme de ceux des autres avant lui. Gard était seul pour la première fois depuis la disparition de Bobby. Superficiellement, ça semblait ouvrir des possibilités, mais à y regarder de plus près, les énigmes demeuraient.
L'histoire de la mort du neurochirurgien et de l'avion qui s'était écrasé n'était pas une bonne nouvelle, mais pour Garde, l'article du haut de la page, celui auquel Newt et Dick n'avaient pas prêté attention, était pire. Le Proche-Orient s'apprêtait à exploser à nouveau, et cette fois on pourrait bien sortir les armes nucléaires. Le journal disait que l'Union des savants contre le péril atomique, ces joyeux gardiens de l'horloge noire de la guerre nucléaire, avait hier avancé les aiguilles jusqu'à 2 minutes avant minuit, l'heure du grand boom. Les jours heureux étaient bel et bien revenus. Le vaisseau pourrait régler tout ça, mais était-ce là le but de Freeman Moss, Kyle Archambault, Bozzy et les autres? Garde ressentait parfois la certitude nauséeuse qu'éteindre la mèche serpentant vers la poudrière sur laquelle reposait notre planète était le dernier des soucis du nouveau Haven amélioré. Et alors, il ne savait pas. Garde porta les yeux sur une pompe embourbée au bord de la tranchée. Jusque-là, le travail sur le vaisseau s'était fait dans la poussière, la terre, la roche et les souches d'arbres qui n'acceptaient de bouger que lorsque l'on était presque devenu fou de frustration. Maintenant, on pataugeait dans la boue. Ces 2 derniers jours, Garde était rentré le soir avec de l'argile dans les cheveux, entre les doigts de pied et entre les fesses. La boue, ça n'était déjà pas drôle, mais l'argile, en plus, ça poissait. Le groupe de pompage constituait l'assemblage le plus étrange et le plus laid qui fût, mais il marchait. Il pesait des tonnes, et pourtant Freeman Moss, celui qui gardait presque toujours le silence, l'avait transporté, seul, avec Garde, depuis la cour de Bobby. Ça lui avait pris presque tout le jeudi, et pas loin de 500 piles également. Mais il y avait réussi, alors qu'une équipe moyenne d'ouvriers aurait mis plus d'une semaine pour accomplir la même tâche. Moss avait utilisé un ancien détecteur de métaux bricolé pour guider chaque composant vers son emplacement final. Descente du camion, traversée du jardin, déplacement sur la piste ravinée menant aux fouilles. Les composants flottaient sereinement dans l'air chaud de l'été, leur ombre s'étalant sous eux. Moss portait l'ex-détecteur de métaux d'une main et quelque chose qui ressemblait à un talkie-walkie dans l'autre. Quand il levait l'antenne d'acier incurvé plantée dans le talkie-walkie et qu'il bougeait la plaque de son détecteur, le moteur ou la pompe s'élevait. Quand il les bougeait vers la gauche, ils allaient vers la gauche. Garde, observant la scène avec la stupéfaction d'un vieil ivrogne, et pourtant personne ne voit autant de choses étranges que les vieux ivrognes, s'était dit que Moss avait l'air d'un dresseur scrofuleux conduisant des éléphants mécaniques à travers les bois, jusqu'au site dont on ne savait quel cirque imaginable. Gardner avait observé le déplacement laborieux de suffisamment d'équipements lourds pour savoir que ce gadget pourrait révolutionner les techniques de construction. Il était difficile de chiffrer l'intérêt de ce genre de matériel, mais il se dit qu'un seul instrument du type que celui qu'avait utilisé Moss ce jeudi, avec une aisance aussi évidente, pourrait diminuer d'au moins 25% le coût d'un projet comme le barrage d'Assouan. Sur un point, il s'apparentait cependant à l'illusion du clocher de l'hôtel de ville. Il consommait beaucoup d'énergie. « Tiens, avait dit Moss, en tendant à Garde un lourd paquetage. Mets-toi ça sur le dos. Garde avait grimacé en enfilant les lanières. Moss l'avait vu et il avait eu un petit sourire. Oh, ça s'allégera au fur et à mesure de la journée. Ne t'en fais pas pour ça. Il avait branché la fiche d'un écouteur sur le côté du talkie-walkie et introduisit l'écouteur dans son oreille. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac avait demandé Gardner. Des piles, répondit Moss. Allez, allons-y. Moss avait enclenché le gadget. Il parut écouter, hocha la tête, puis pointa l'antenne incurvée vers le premier moteur, qui s'éleva dans les airs et y resta comme suspendu. Tenant l'instrument de contrôle d'une main et le détecteur de métaux modifié de l'autre, Moss s'approcha du moteur. À chaque pas, le moteur s'écartait d'une distance égale. Garde fermait la marche. Moss fit passer le moteur entre la maison et le hangar, lui fit contourner le Tomcat et traverser le jardin de Bobby. Les passages répétés y avaient ménagé une large allée, mais des 2 côtés, les plantes continuaient de croître et d'étaler leur splendeur. Certains des tournesols montaient maintenant à 4 mètres. Ils rappelaient à Gardner le jour des Triffids. Une nuit, une semaine plus tôt environ, il s'était éveillé au milieu d'un terrible cauchemar. Il y avait vu les tournesols du jardin se déraciner et se mettre à marcher, une lumière luisant en leur centre et éclairant le sol comme les rayons d'une torche à lentilles vertes. Dans le jardin, les courgettes avaient la taille de grosses torpilles, les tomates celles de ballons de basket. Le maïs montait presque aussi haut que les tournesols. Curieux, Gardner avait cueilli un épi. Il mesurait près de 60 centimètres de long. S'il avait été consommable, un seul épi aurait pu nourrir 2 hommes.
Mais Garde, grimaçant, avait recraché la seule bouchée qu'il avait croquée et essayait, en se frottant la bouche, de faire disparaître l'horrible goût de viande que les grains y avaient laissé. Bobby faisait pousser des plantes énormes, mais les légumes en étaient immangeables, peut-être même vénéneux. Le moteur se déplaçait tout tranquillement devant eux sur le chemin, les épis de maïs se penchant au passage pour le caresser en bruissant. Gardiner remarqua des taches et des traînées de graisse de machine sur certaines des feuilles en forme d'épées vertes et agressives. De l'autre côté du jardin, le moteur s'affaissa. Moss baissa l'antenne, le moteur se posa sur le sol en produisant un bruit étouffé. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Gardiner. Moss se contenta d'émettre un grognement. Il sortit une pièce de monnaie et l'introduisit à la base de son talkie-walkie, la tourna et entreprit d'extraire 6 piles Duracell du compartiment qui leur était réservé. Il les jeta négligemment à terre. « Donne-m'en d'autres, dit-il. Gardiner posa le sac à dos, des fils à sangle et ouvrit le rabat. Au premier coup d'œil, il crut voir des millions de piles, comme si quelqu'un avait gagné le grand jackpot d'Atlantic City et que la machine avait craché des piles au lieu de dollars. « Oh, Seigneur !» avait dit Garde. « Non, c'est pas lui, dit Moss. Donne-moi une douzaine de ces cochonneries. » Pour une fois, Garde fut à court de bons mots. Il tendit les 6 piles à Moss et le regarda les insérer dans leur compartiment. Puis Moss remit le couvercle, alluma l'engin, replaça l'écouteur dans son oreille et dit « Allons-y !» Il n'avait pas parcouru 40 mètres dans les bois qu'ils durent à nouveau changer les piles. Et encore 60 mètres plus loin. Il fallait moins de jus quand le chemin descendait, mais avant que Moss ne pose enfin le gros bloc moteur au bord de la tranchée, il avait utilisé 42 piles. Une à une, allant et venant sans cesse, ils amenèrent chacune des pompes du camion de Freeman Moss jusqu'au bord de la tranchée. Le sac s'allégeait progressivement sur le dos de Gardiner. Au 4e voyage, Garde demanda à Moss s'il pouvait essayer. Une grosse pompe industrielle, dont la raison d'être avec ce curieux petit voyage d'agrément avait probablement été de vidanger des fosses sceptiques, était posée un peu de guingois à une centaine de mètres de la tranchée. Moss changeait les piles, une fois de plus. Les cadavres des anciennes piles jonchaient le sentier, et Garde sentit son cœur se serrer en se souvenant de l'enfant sur la plage d'Arcadia, l'enfant au pétard, l'enfant dont la mère avait cessé de boire, dont la mère avait tout cessé, l'enfant qui connaissait les Tommy Knockers. « Tu peux toujours essayer, dit Moss en lui tendant le gadget. Je suis pas contre un peu d'aide, et j'ai pas honte de le dire. Ça crève son homme de soulever tout ça. Et ouais, ajouta-t-il, devant le regard étonné de Gardiner. J'en fais une partie par moi-même. C'est pour ça que je me branche ce truc dans l'oreille. Tu peux essayer, mais je crois pas que ça ira bien loin. T'es pas comme nous. Oh, j'ai remarqué, dit Garde. Je suis le seul qui n'aura pas à acheter un râtelier quand tout sera terminé. Moss lui jeta un regard assassin, mais ne répondit rien. Garde essuya avec son mouchoir la couche brune de cérumen que Moss avait laissée sur l'écouteur, qu'il introduisit ensuite dans son oreille. Il entendit un bruit lointain, comme dans un gros coquillage. Pointant l'antenne vers la pompe, comme il avait vu Moss le faire, il la redressa doucement. Dans son oreille, le doux murmure de l'océan changea de tonalité. La pompe bougea un tout petit peu. Il était sûr que ce n'était pas l'effet de son imagination. Mais un instant plus tard, 2 autres choses se produisirent. Il sentit la chaleur du sang qui sortait de son nez, et sa tête s'emplit d'une voix tonitruante. « Moquettez votre chambre ou toute votre maison pour moins cher encore !» hurlait un présentateur de radio assis soudain au beau milieu de la tête de Gardiner, et criant apparemment dans un mégaphone. « Oui, nous avons un nouvel arrivage de tapis, prêt à poser. Le dernier a été vendu en un rien de temps, alors n'attendez pas. »« Aïe, Seigneur, la ferme !» hurla Gardiner. Il lâcha tout et porta les mains à sa tête. L'écouteur tomba de son oreille, ce qui coupa le sifflet au présentateur. Mais le nez de Garde continua à saigner et sa tête à résonner comme une cloche. Freeman Moss, dont l'étonnement fut plus fort que l'humeur taciturne, regarda Gardiner avec de grands yeux. « Bah, nom de Dieu, qu'est-ce que c'était que ça ?» demanda-t-il. « Ça, » répondit Gardiner d'une voix faible, « c'était WSON, la station qui ne diffuse que du rock, parce que c'est ça qui vous plaît. Si ça ne t'ennuie pas, Moss, je vais m'asseoir un moment. Je crois que ça m'a vidé. »« Oui, et tu saignes du nez. »« Ouais, bien vu, Sherlock, » dit Gardiner. « Bah, tu ferais peut-être mieux de me laisser la machine après ça. » Gardiner s'était rangé avec soulagement à cet avis. Transporter le reste de l'équipement près de la tranchée leur prit toute la journée, et Moss était tellement fatigué quand arriva la dernière pièce que Gardiner dut presque le porter jusqu'à son camion. « J'ai l'impression d'avoir débité du bois jusqu'à en chier ma cervelle, » murmura l'homme.
Après ça, Garde ne s'attendait pas vraiment à ce qu'il revienne, mais Moss revint à 7 heures pile le lendemain. Il arriva dans une vieille Pontiac à double calandre au lieu de son camion. Il en descendit en balançant une gamelle au bout de son bras. Allez, on y va, dit-il. Gardiner éprouvait plus de respect pour Moss que pour ses 3 autres aides réunis. En fait, il l'aimait bien. Tandis qu'ils se dirigeaient vers le vaisseau, la rosée de ce vendredi matin, humectant les revers de leurs pantalons, Moss regarda Gardiner et grogna. J'ai repris du poil de la bête. J'ai l'impression que ça va aussi pour toi. Ce fut à peu près tout ce que M. Freeman Moss eut à lui dire ce jour-là. Ils envoyèrent un faisceau de tuyaux dans la tranchée et raccordèrent d'autres tuyaux, des tuyaux d'évacuation, pour diriger l'eau qu'ils pompaient en contrebas sur une pente qui aboutissait un peu au sud-est de chez Bobby. Ces tuyaux de dégagement, comme les appelait Moss, étaient de gros diamètre, en toile, et Garde soupçonna qu'ils venaient eux aussi du dépôt des pompiers. Ouais, j'en ai pris ici et là, dit Moss, sans s'étendre davantage sur ce sujet. Avant de mettre les pompes en marche, il avait demandé à Gardiner de fixer les tuyaux de dégagement avec quelques attaches en U. Ah, sinon, ils vont se balader et ils aspergeront tout d'eau. Si t'as déjà vu une lance d'incendie qu'on a lâchée, tu sais que ça peut faire mal. Et on n'a pas assez d'hommes pour qu'ils passent leur journée à tenir ces foutus tuyaux pisseurs. Ça doit pourtant pas manquer de volontaires qui attendent leur tour, demanda Garde. Freeman Moss l'avait regardé en silence, puis il avait grommelé. Enfonce bien ces attaches. Faudra de toute façon qu'on s'arrête souvent pour les renforcer. Elles vont prendre du jeu. Et tu peux pas contrôler le débit de ce truc pour qu'on n'ait pas à s'emmerder avec ces attaches demanda Garde. Bah, évidemment que si, avait dit Moss, en levant impatiemment les yeux au ciel devant tant d'ignorance. Mais il y a une sacrée quantité d'eau dans ce trou, et il faut l'enlever avant le jugement dernier, si ça te fait rien. Bon, dit Gardiner, en protégeant son visage à moitié rigolard de ses mains. C'était juste pour savoir. Du calme. L'homme s'était contenté de grogner dans son inimitable style Freeman Moss. À 9h30, l'eau coulait abondamment le long de la colline. Elle était fraîche, claire et douce, et tous ceux qui ont un puits peuvent confirmer combien l'eau peut être douce. À midi, elle avait formé un nouveau ruisseau de 2 mètres de large, assez peu profond mais bouillonnant. Il emportait les aiguilles de pin, la terre noire et les petits débris. Les 2 hommes n'avaient pas grand-chose à faire qu'attendre et surveiller qu'aucun des gros tuyaux d'évacuation ne se détache et, comme pris de folie, ne se mette à tout asperger. Moss fermait les pompes régulièrement, chacune à son tour, pour qu'ils puissent renforcer les attaches ou les déplacer si le sol était devenu trop meuble à l'endroit où elles étaient fixées. À 3 heures, le courant entraînait des buissons entiers, et juste avant 5 heures, Gardiner entendit s'abattre un assez gros arbre. Il se leva et haussa le col, mais cela s'était produit trop loin en aval pour qu'il puisse voir. On dirait que c'était un pin, dit Moss. Ce fut le tour de Gardiner de se retourner et de regarder Moss sans rien dire. Ou un épicéa, peut-être. Bien que le visage de Moss soit resté parfaitement impassible, Gardiner se dit qu'il avait peut-être bien fait une plaisanterie. Une toute petite plaisanterie, mais une plaisanterie quand même. Tu crois que l'eau a atteint la route demanda Garde. Oh ouais, je crois bien. Mais ça va la submerger, non? Oh non, ils ont déjà creusé un nouveau fossé, un gros. Faudra peut-être qu'ils détournent les voitures quelques jours pour refaire la chaussée, mais il y a plus tant de trafic qu'avant de toute façon. Oui, j'ai remarqué, dit Gardiner. Ouais, c'est une bonne chose, si tu veux mon avis, reprit Moss. Ces estivants, ils apportent que des emmerdes. Bon, et regarde un peu, Gardiner. Je vais réduire le débit de ces pompes, mais elles vont continuer à pomper dans les 80 litres à la minute toute la nuit. Avec 4 pompes, ça fait plus de 17 000 litres à l'heure, et ça toute la nuit. Pas mal pour des trucs qui marchent tout seuls. Allez, viens, ce vaisseau, il est merveilleux, mais il fait monter ma tension. Je boirais bien une de tes bières avant de rentrer chez Bobonne, si tu permets. Moss était revenu hier, samedi, dans sa vieille Pontiac, et il avait tout de suite remis les pompes en marche à plein régime. 160 litres à la minute chacune, 38 000 litres à l'heure. Ce matin, pas de Freeman Moss. Il avait fini par se sentir vidé, comme les autres, laissant Gardiner devant les mêmes vieux choix. Premier choix, travailler comme d'habitude. Deuxième choix, s'enfuir comme un lapin. Garde était déjà arrivé à la conclusion que si Bobby mourait, il ne tarderait pas à succomber à un accident fatal. Ça pourrait prendre jusqu'à une demi-heure pour qu'il soit quitte. S'il décidait de s'enfuir, est-ce qu'il le saurait à l'avance? Il ne le croyait pas. Les gens de Haven et lui continuaient à jouer au poker à l'ancienne, toutes les cartes cachées. Oh, et puis, dites donc, jusqu'où devrait-il aller pour leur échapper, à eux et à leurs gadgets diaboliques?
Derry, Bangor, même Augusta, ça risquait d'être trop près. Portland peut-être, probablement, à cause de ce qu'il appelait l'analogie de la cigarette. Quand un gosse se met à fumer, il a de la chance s'il arrive à la moitié de la cigarette sans vomir, tripes et boyaux ou s'évanouir à moitié. Au bout de 6 mois, il peut finir 5 à 10 clopes par jour. Donnez-lui 3 ans et vous aurez devant vous un candidat au cancer du poumon qui fume 2 paquets et demi par jour. Mais recommençons. Dites à un gosse qui vient juste de finir sa première cigarette et qui titube, le teint verdâtre, qu'il faudrait qu'il arrête de fumer, et il tombera à genoux pour vous baiser les pieds. Attrapez-le quand il en est à 5 ou 10 clopes par jour, et il se moquera bien de ce que vous lui dites, même si ce gosse, qui a déjà une bonne habitude de la fumer, peut encore se rendre compte qu'il mange trop de bonbons, et qu'il a envie de fumer quand il s'ennuie ou quand il est nerveux. Quant au vétéran du tabac, si vous lui dites de laisser tomber ses clous de cercueil, il saisira sa poitrine à 2 mains, comme s'il avait une crise cardiaque. Sauf qu'il protégera en fait par ce geste sa poche intérieure de veston où se trouve le précieux paquet. Gardiner savait très bien, après de nombreux efforts inutiles pour cesser de fumer, ou du moins diminuer sa consommation jusqu'à un niveau moins mortel, que fumer entraîne une accoutumance physique. Au cours de la première semaine sans cigarette, les fumeurs souffrent de tremblements, de maux de tête, de spasmes musculaires. Les médecins prescrivent parfois de la vitamine B12 pour amoindrir la gravité de ces symptômes. Mais ils savent qu'aucune pilule ne combattra l'impression de perte et de dépression dont l'ex-fumeur souffrira pendant les 6 mois à venir, dès le moment où il écrase son dernier mégot et entreprend son voyage solitaire hors de l'accoutumance. Et Haven, se disait maintenant Gardiner en remettant les pompes à pleine puissance, est comme une pièce remplie de fumée. Au début, ils sont malades. Ils sont comme un groupe de gosses qui apprennent à fumer des feuilles de maïs derrière la grange. Mais maintenant, ils aiment l'air qu'on respire. Et pourquoi pas? Ils sont venus des fumeurs à la chaîne. Tout est dans l'air qu'ils respirent, et Dieu sait quel changement physiologique s'opère dans leur cerveau et leur corps. Des coupes de poumons ont montré la formation de cellules anormales dans les tissus chez des gens qui ne fumaient que depuis 8 mois. On constate une forte augmentation des tumeurs au cerveau dans les villages où des minoteries, ou, Dieu nous en garde, les centrales nucléaires, déversent une forte pollution. Alors, qu'est-ce que ça leur fait, à eux? Ils ne le savaient pas. Ils n'avaient observé aucun changement extérieur notable, en dehors de la chute des dents et d'une certaine vivacité d'humeur. Mais ils ne pensaient pas qu'ils le poursuivraient bien loin s'il se taillait. Ils commenceraient peut-être par lui donner une chasse digne d'un détachement de cavalerie dans un western, mais il se disait qu'il lâcherait vite prise dès que les symptômes de manque s'installeraient. Les 4 pompes fonctionnaient maintenant à plein régime, transformant presque instantanément le ruisseau en un véritable fleuve. Et il commença ainsi sa journée de vérification des attaches en U qui retenaient les tuyaux. S'il partait, il avait 2 choix, fermer sa gueule ou sonner l'alarme. Il savait que pour diverses raisons, il fermerait probablement sa gueule, ce qui signifiait tout simplement qu'il allait se rendre justice, qu'il allait rayer ce dernier mois de travaux éreintants, rayer tout espoir de changer d'un coup le cours suicidaire de la politique mondiale, rayer surtout de sa vie sa chère amie et ancienne maîtresse Bobby Anderson, qui n'avait pas reparu depuis près de 2 semaines. Troisième choix, s'en débarrasser, le faire sauter, le détruire, le réduire à de simples rumeurs, comme les êtres venus d'ailleurs du hangar 18. En dépit de sa fureur devant la folie de l'énergie nucléaire et de ses ports de technocrates qu'il avait créés et cautionnés, et refusait d'en admettre les dangers même après Tchernobyl, en dépit du choc qu'il avait éprouvé en regardant cette photo de presse montrant des scientifiques avançant l'horloge noire à 2 minutes avant minuit, il reconnaissait pleinement la possibilité que la destruction du vaisseau représente la meilleure solution. L'oxydation de ce qui imprégnait la surface de la coque, quoi que ce fût, il savait que cette oxydation était délibérée, avait provoqué une avalanche de gadgets insensés. Dieu seul savait quelle merveille pouvait receler l'intérieur, mais il y avait le reste, non? Ce neurochirurgien mort dans un accident d'avion, peut-être aussi le constat McCausland et le fils Brown. Combien encore devrait être sacrifié sur l'autel de cette chose qu'il regardait, qui sortait du sol comme la gueule de la plus grande baleine blanche dont on puisse rêver? Quelques-uns? Tous? Ou aucun? Gardiner était certain d'une chose, ce n'était pas fini. On ne pouvait nier que le vaisseau était une source de création, mais il était aussi l'appareil échoué d'une espèce inconnue venue de très loin, au-delà des ténèbres. Des créatures dont l'esprit pourrait être aussi différent de l'esprit humain que l'esprit humain diffère de celui des araignées. C'était un engin merveilleux et inimaginable qui luisait dans la lumière embrumée de ce dimanche matin. Mais c'était aussi une maison hantée
où il se pouvait que des démons marchent encore entre les murs et dans les recoins vides. Il lui arrivait de le regarder et de sentir sa gorge se serrer d'étranges façons, comme si des yeux plats l'avaient regardé depuis ce trou dans la terre. Mais comment s'en débarrasser? Comment le faire sauter? Même s'il le voulait, comment s'y prendrait-il? Les charges qu'ils avaient utilisées pour briser le lit de pierre retenant le vaisseau étaient plus puissantes que de la dynamite, mais elles n'avaient même pas égratigné la coque. Est-ce qu'il était censé courir jusqu'à la base aérienne de Limeston pour y voler une bombe A en se déplaçant avec l'incroyable douceur soyeuse d'un Dirk Pitt dans un roman de Cliff Cussler? Et ne serait-ce pas drôle, ne serait-ce pas à mourir de rire, qu'il arrive vraiment à se procurer une bombe atomique et la fasse exploser pour découvrir qu'il n'était arrivé qu'à libérer enfin le vaisseau, toujours incroyablement intact, sans la moindre égratignure? C'étaient donc là ces trois choix, et le troisième n'était même pas un vrai choix. Apparemment, ses mains en savaient davantage que son cerveau, parce que tandis qu'il tournait ses choix dans sa tête pour la énième fois, il avait exécuté son travail matinal, maintenant le débit de pompage à son maximum et vérifiant que les tuyaux de dégagement restaient fermement fixés au sol. Il était penché sur la tranchée pour vérifier les tuyaux de pompage et le niveau de l'eau. Il fut heureux de constater qu'il lui fallait maintenant une puissante torche électrique pour apercevoir l'eau, dont le niveau baissait rapidement. Il se dit que le dynamitage et le déblayage pourraient reprendre mercredi, jeudi au plus tard, et quand il recommencerait, le travail progresserait vite. La roche aquifère était spongieuse et poreuse. Il n'aurait même pas à creuser deux trous pour y déposer des explosifs, parce qu'il y aurait suffisamment de cavités naturelles pouvant recevoir non seulement les radios explosives, mais même des grosses charges. Avec la phase suivante, ils auraient l'impression, après avoir pétri une pâte dense, de travailler un pâton levé. Garde resta penché un certain temps sur la tranchée, fouillant de sa torche les profondeurs sombres, puis il l'éteignit et se prépara à retourner vérifier les attaches. Il n'était que 8h30 et il avait déjà envie d'un verre. Il se retourna, Bobby était là. La bouche de Gardner s'ouvrit. Au bout d'un moment, il la referma avec un claquement et s'avança vers Bobby, persuadé que son hallucination allait devenir transparente avant de s'évaporer. Mais Bobby restait opaque, et Garde constata qu'elle avait perdu beaucoup de cheveux. Son front, d'un blanc pâle et luisant, gagnait presque le milieu de son crâne, laissant au centre une longue pointe de cheveux qui rappelait le triangle de velours noir des coiffes de vieilles femmes au XVIIe siècle. Les parties nouvellement exposées de son cuir chevelu n'étaient pas les seules surfaces pâles. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait traversé une terrible maladie anémiante, et son bras droit était en écharpe. Mais elle était maquillée, elle a du fond de teint. Je suis tout à fait sûr que c'est ça. Elle s'en est mis plein, comme une femme qui veut dissimuler un bleu. Mais c'est elle, Bobby, et ce n'est pas un rêve. Ses yeux s'emplirent soudain de larmes. Il vit deux Bobby, non, trois Bobby. Et ce n'est qu'à ce moment-là que Garde comprit combien il avait eu peur, combien il était seul. Bobby, demanda-t-il d'une voix rauque, c'est vraiment toi? Bobby sourit de ce doux sourire qu'il aimait tant, celui qui l'avait si souvent sauvé de lui-même quand il se montrait trop idiot. Oui, c'était Bobby et il l'aimait. Il s'avança vers elle, l'enlaça, posa son visage fatigué contre son cou. Ça aussi, il l'avait déjà fait. Salut, Garde, dit-elle en se mettant à pleurer. Il pleurait aussi, il l'embrassait. Ses mains furent soudain partout sur elle, et celles qu'elle avait de libre sur lui. Non, disait-il en l'embrassant. Non, tu ne peux pas. Chut, je le dois, dit-elle. C'est ma dernière chance, Garde, notre dernière chance. Ils s'embrassaient. Oh, ils s'embrassaient, et la chemise de Bobby se trouva déboutonnée. Le corps qui apparaissait, blanc et maladif, les muscles mous, la poitrine avachie, n'était pas celui d'une déesse du sexe, mais il l'aimait, et il l'embrassait, et il mêlait leurs larmes. Garde, mon cher Garde, mon toujours. Chut, fit-il. Oh, s'il te plaît, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Bobby. Aime. Embrasse-moi, embrasse. Oh oui. Sur les aiguilles de pin, douceur, les larmes de Bobby, les larmes de Garde. Ils s'embrassaient, et tout à coup, en la pénétrant, Garde se rendit compte de deux choses, combien elle lui avait manqué et qu'aucun oiseau ne chantait. Les bois étaient morts, et ils s'embrassaient. Garde se servit de sa chemise, pas bien propre de toute façon, pour essuyer les traînées de fond de teint brun qui maculaient son corps nu. Bobby n'en avait pas seulement sur le visage,
Est-ce qu'elle était venue ici dans l'intention de faire l'amour avec lui? Il valait mieux qu'il n'y pense pas maintenant en tout cas. Bien qu'ils eussent dû constituer un festin d'action de grâce pour les mouches et les moustiques, avec toute la sueur qu'ils avaient transpirée, Gardiner n'avait pas été piqué une seule fois. Il ne pensait pas que Bobby l'ait été non plus. C'est pas seulement un survolteur de l'intelligence, se dit-il en regardant le vaisseau. Ça fait honte à tous les insecticides du marché. Il jeta sa chemise un peu plus loin et toucha le visage de Bobby, son doigt ramassant un peu plus de maquillage. Mais l'essentiel avait été entraîné par la sueur ou par les larmes. Je t'ai fait mal demanda-t-il. Non, tu m'as aimé, répondit-elle en pensée. Quoi fit Garde. Mais tu m'entends, Garde. Je sais que tu m'entends. Et tu es en colère demanda-t-il, prenant conscience que les barrières s'élevaient à nouveau, prenant conscience qu'ils se remettaient à jouer un rôle, prenant conscience que c'était fini, que tout ce qu'ils avaient eu était bel et bien terminé. Prendre conscience de ce genre de choses faisait mal. Est-ce que c'est pour ça que tu ne veux pas me parler? Je ne t'en veux pas, mais il a fallu que tu en supportes pas mal de ma part ces dernières années. Mais je te parlais, dit-elle. Il avait honte de lui mentir après l'avoir aimé, mais il fut content de sentir un doute dans sa voix. Je te parlais, avec mon cerveau. Je n'ai pas entendu, dit Garde. Avant, tu m'entendais. Tu m'entendais et tu répondais. Et nous parlions, Garde, dit-elle. Nous étions plus proches de ça, dit-il en tendant le bras vers le vaisseau. Elle lui sourit tristement et posa sa joue contre son épaule. Maintenant que presque tout le fond de teint en était parti, sa chair révélait une translucidité troublante. Mais est-ce que je t'ai fait mal, dis, redemanda Garde. Non, oui, un peu. Elle sourit. C'était ce sourire par lequel la vieille Bobby Anderson voulait dire la barbe, mais une dernière larme roula néanmoins sur sa joue. Ça en valait la peine. Nous avons gardé le meilleur pour la fin, Garde. Il l'embrassa doucement, mais ses lèvres étaient différentes maintenant. Les lèvres de la nouvelle Roberta Anderson améliorée. Début, fin ou milieu, reprit Garde, je n'avais pas à te faire l'amour, et tu n'avais rien à faire ici. Oh, je sais, j'ai l'air fatiguée, répondit-elle, et je suis couverte de cette saloperie, comme tu t'en es aperçu. Tu avais raison, je me suis épuisée, et j'ai souffert d'une sorte d'effondrement physique. Tu voudrais pas me faire avaler ça, se dit Gardener, mais il couvrit sa pensée de bruit blanc pour que Bobby ne puisse pas la lire. Il le faisait maintenant presque sans en avoir conscience. Cette dissimulation devenait une seconde nature. Le traitement a été radical, reprit-elle. Il en est résulté un problème superficiel de peau et de chute de cheveux, mais tout redeviendra normal. Ah, dit Gardiner, tout en pensant. T'es toujours pas foutu de mentir, Bobby. Je suis content que tu ailles bien, dit-il, mais il faudrait peut-être que tu prennes quelques jours de repos et que tu te poses les pieds sur un coussin. Oh non, dit calmement Bobby. C'est le moment du dernier coup de collier, Garde. On y est presque. On a commencé tout ça, toi et moi. Oh non, dit Gardiner. C'est toi qui as commencé, Bobby. Tu as pratiquement trébuché dessus quand Peter était encore en vie, tu te souviens? Au nom de Peter, Garde vit une douleur passer dans les yeux de Bobby. Elle se dissipa. Bobby haussa les épaules. Tu es arrivé très vite, et tu m'as sauvé la vie. Je ne serais pas là sans toi. Alors, faisons-le ensemble, Garde. Je suis sûr qu'il ne reste même plus de 10 mètres jusqu'à l'entrée. Gardiner se disait qu'elle avait raison, mais il n'avait soudain aucune envie de l'admettre. Une lame tournait et retournait dans son cœur, et la douleur était pire que toutes les migraines de lendemain de cuite. Si tu le dis, je te crois, dit-il. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Garde? On fait 1 kilomètre de plus, toi et moi? Il restait songeur, regardant Bobby, prenant à nouveau conscience du silence presque malsain des bois où aucun chant d'oiseau ne se faisait entendre. C'est comme ça que ce serait, c'est comme ça que ce sera, si l'une de leurs foutues centrales entre en fusion. Les gens seraient assez malins pour s'enfuir, s'ils étaient prévenus à temps, et si les responsables de la centrale en question, et ceux du gouvernement, avaient le courage de les informer. Mais on ne pourrait dire ni aux chouettes, ni aux pivers de quitter la région. On ne peut pas demander à un Tangara écarlate de ne pas regarder la boule de feu. Alors les yeux fondraient, et ils ne pourraient plus que voler en tous sens, aveugles comme des chauves-souris, se heurtant aux arbres et aux bâtiments jusqu'à ce qu'ils meurent de faim ou se cassent le cou. Est-ce que c'est un vaisseau spatial, Bobby, ou est-ce que c'est un grand réservoir qui fuit déjà? Mais ça fuit, non. C'est pourquoi ces bois sont aussi silencieux, et c'est pourquoi l'oiseau neurologue en costume de Dacron est tombé du ciel vendredi, non? Et toi,
Qu'est-ce que tu en penses, garde, reprit-elle. On fait 1 kilomètre de plus? Alors, où se trouve la bonne solution? Continua Bobby dans sa tête. Où se trouve la paix dans l'honneur? Est-ce que tu fuis? Est-ce que tu remets l'affaire entre les mains de la police de Dallas américaine pour qu'elle puisse l'utiliser contre la police de Dallas soviétique? Hein, quoi? Quoi? T'as une autre idée, garde? Et soudain, il eut une idée, une ombre d'idée. Mais une ombre valait mieux que rien. Il entoura Bobby d'un bras menteur. D'accord, 1 kilomètre de plus, dit-il. Le sourire de Bobby s'élargit, puis se transforma en un curieux air de surprise. Combien est-ce qu'elle t'en a laissé, garde? Demanda-t-elle. Combien m'a laissé de quoi? Fit-il. La petite souris, dit Bobby. Tu as fini par en perdre une juste devant. Stupéfait et un peu effrayé, Garde porta la main à sa bouche. Oui, il y avait bien un trou à la place qu'occupait hier encore une incisive. Alors, ça avait commencé. Au bout d'un mois de travail à l'ombre de cette chose, il avait eu la folie de se croire immunisé, mais ce n'était pas le cas. Ça avait commencé. Il était sur le point de devenir un nouveau Gardener amélioré. Il était en train d'évoluer. Il se força à sourire. Je n'avais pas remarqué, dit-il. Tu te sens différent? Demanda-t-elle. Non, dit-il sincèrement. Pas encore, en tout cas. Veux-tu qu'on se mette au travail? Oh, je ferai ce que je pourrais, dit Bobby. Avec mon bras. Bah, tu peux vérifier les tuyaux et me dire si des attaches se relâchent, dit Garde. Et parle-moi, dit-il à Bobby avec un sourire gêné. Aucun de ces types ne savait parler. Enfin, je veux dire, ils étaient sincères, mais. Enfin, tu sais, dit-il en haussant les épaules. Bobby lui rendit son sourire, et Gardener vit un autre éclair brillant et sans mélange de l'ancienne Bobby, de la femme qu'il avait aimée. Il se souvint du havre paisible et sombre de son cou, et la lame tourna à nouveau dans son cœur. Je crois que je sais, dit-elle. Je vais parler à t'en faire éclater les tympans si tu veux. Moi aussi j'ai été seul. Ils restèrent face à face, se souriant, et c'était presque comme avant, mais les bois étaient silencieux, sans chant d'oiseaux pour les animer. L'amour est fini, se dit-il. Maintenant, c'est le même vieux jeu de poker, sauf que la petite souris est venue la nuit dernière et que cette salope reviendra sûrement ce soir. Elle amènera peut-être aussi ses cousines et ses belles-sœurs. Et quand ils commenceront à voir mes cartes, quand ils découvriront peut-être mon nombre d'idées, tout sera fini. D'une certaine façon, c'est plutôt drôle. Nous avons toujours cru évident que les étrangers venus d'ailleurs devraient au moins être vivants pour nous envahir. Même Orson Welles n'a jamais imaginé une invasion de fantômes. Je voudrais regarder dans la tranchée, dit Bobby. Oh d'accord, dit Garde. Tu seras contente de voir comment ça se dégage, je crois. Ils entrèrent ensemble dans l'ombre du vaisseau. Lundi 8 août. La chaleur était de retour. Devant la fenêtre de la cuisine de Newt Beringer, la température atteignait 26 degrés à 7h15 ce lundi matin. Mais Newt n'était pas dans la cuisine pour consulter le thermomètre. Dans la salle de bain, en pantalon de pyjama, il se tartinait maladroitement sur le visage un reste de fond de teint ayant appartenu à sa défunte épouse, jurant comme un charretier contre les coulées de sueur qui gâchaient son travail. Il avait toujours pensé que le maquillage était un artifice innocent pour enjoliver les dames, mais maintenant qu'il essayait d'utiliser le fond de teint, comme le prévoyait sa vocation originelle, qui n'était pas d'accentuer le beau mais de dissimuler le laid, du moins le plus voyant du lait, il découvrait que se maquiller, comme se couper les cheveux, était vachement plus difficile que ça n'en avait l'air. Il essayait de cacher le fait que depuis environ une semaine, la peau de ses joues et de son front avait commencé à se décolorer. Il savait naturellement que c'était lié aux visites que lui et les autres avaient rendues au hangar de Bobby. Visites dont il n'avait aucun souvenir, en dehors du fait que ça avait été effrayant, mais d'autant plus excitant, et qu'il en était ressorti les 3 fois dans une forme époustouflante, prêt à faire l'amour dans la boue à un peloton de catcheuses. Il aurait dû associer tout de suite au hangar ce qui lui arrivait, mais au début, il avait simplement cru qu'il perdait son bronzage de l'été. Au cours des années qui avaient précédé cet après-midi d'hiver glacial, où le camion d'un boulanger l'avait emporté dans un dérapage, la femme de Newt, Elinor, aimait dire en riant qu'il suffisait de mettre son mari sous un rayon de soleil après le 1er mai pour qu'il en ressorte aussi brun qu'un Indien. Mais dès vendredi, il n'avait pu continuer à se leurrer. Il voyait ses veines, ses artères et les capillaires de ses joues, exactement comme on les voyait sur le mannequin qu'il avait acheté à son neveu Michael pour Noël 2 ans plus tôt. L'extraordinaire homme visible, c'était très troublant. Et pas seulement parce qu'il voyait en lui-même,
mais parce que quand il appuyait sur les pommettes, il les sentait molles, comme si elles se dissolvaient. Je ne peux pas sortir comme ça, s'était-il dit. Sûrement pas. Mais le samedi, quand il s'était regardé dans le miroir et qu'il avait compris, après une mûre réflexion et de nombreux essais d'éclairage, que l'ombre grise qu'il voyait à travers sa joue était sa propre langue, il avait pratiquement volé jusque chez Dick Allison. Dick lui avait ouvert la porte. Il semblait tellement normal que pendant quelques secondes terribles, Newt crut que ça n'arrivait qu'à lui seul. Puis la pensée ferme et claire de Dick emplit sa tête, le soulageant d'un gros poids. Seigneur, tu peux pas te balader comme ça, Newt. Tu vas faire peur aux gens. Allez, entre. Je vais appeler Hazel. Le téléphone n'était naturellement plus vraiment nécessaire, mais les vieilles habitudes ne meurent que lentement. Dans la cuisine, sous le cercle fluorescent du plafonnier, Newt avait très bien vu que Dick était maquillé. Hazel, lui expliquait Dick, lui avait montré comment appliquer le fond de teint. Oui, c'était arrivé à tous les autres, sauf Hadley, qui n'était entré dans le hangar pour la première fois que 2 semaines plus tôt. Et où est-ce que tout ça nous mène, Dick avait demandé Newt, un peu mal à l'aise. Le miroir de l'entrée de Dick l'attirait comme un aimant, et il se regardait. Il regardait sa langue derrière et à travers ses lèvres blafardes. Il regardait l'entrelac de ses capillaires agités de pulsations dans son front. Il appuya le bout de ses doigts contre son arcade sourcilière, et quand il les retira, il vit qu'ils avaient laissé leurs traces, comme des marques de doigts dans de la cire, jusqu'aux boucles et aux circonvolutions de ses empreintes digitales enfoncées dans sa peau livide. Cette vision lui donna mal au cœur. Je sais pas, répondit Dick, tout en parlant avec Hazel au téléphone. Mais ça n'a pas vraiment d'importance. Ça finira par arriver à tout le monde, comme tout le reste. Tu sais ce que je veux dire. Oui, il le savait. Les premières modifications, se dit Newt, en se regardant dans le miroir en cette chaude matinée de lundi, avaient été pires, finalement, plus choquantes, parce qu'elles avaient été tellement intimes. Mais il s'y était habitué, ce qui tentait à prouver, se disait-il, qu'on pouvait s'habituer à n'importe quoi avec une bonne raison et du temps. Il était planté devant le miroir, écoutant d'une oreille distraite la météorologue à la radio, qui informait les auditeurs qu'un flux d'air méridional chaud entrait dans la région, ce qui signifiait qu'il fallait s'attendre au moins à 3 jours de temps moite, peut-être une semaine, et à des températures qui pourraient dépasser les 30 degrés. Newt maudit le temps humide qui s'annonçait. Ses hémorroïdes allaient le gratter et le brûler, comme toujours, et il continua d'essayer de couvrir ses joues de plus en plus transparentes, son front, son nez et son cou, avec le fond de teint Max Factor d'Elinor. Il cessa de jurer contre le temps, et passa sans transition aux injures contre le maquillage, ignorant que ce genre de produit finit par vieillir et sécher. Et ce flacon occupait le fond du tiroir de la salle de bain bien avant qu'Elinor ne meure, en février 1984. Mais il se dit qu'il s'habituerait à étaler cette cochonnerie, avant que ça ne soit de toute façon plus nécessaire. On pouvait s'habituer à pratiquement n'importe quoi. Un tentacule blanc au bout, puis se teintant progressivement de rose pour devenir rouge sang à son point le plus épais, à sa base qu'on ne voyait pas, sorti de la braguette de son pyjama. Presque comme pour démontrer sa théorie, Newt Beringer se contenta de le rentrer d'un air absent et continua d'étaler le maquillage de sa défunte épouse sur son visage en voie de disparition. Mardi 9 août. Le vieux docteur Warwick remonta lentement le drap sur Tommy Jarklin et le laissa retomber. L'air emprisonné le gonfla un instant, puis il s'affaissa. On distinguait très bien la forme du nez de Tommy. C'était un beau garçon, mais il avait un grand nez, comme son père. Son père, se dit Bobby Anderson avec un pincement au cœur. Il va falloir que quelqu'un prévienne son père. Et devinez qui sera choisi. Ce genre de choses n'aurait plus dû la gêner, elle le savait. Des choses comme la mort du fils Jacqueline, comme de savoir qu'elle devrait se débarrasser de garde quand ils atteindraient l'entrée du vaisseau, mais elle la gênait encore parfois. Elle se disait que ça diminuerait avec le temps. Quelques voyages de plus au hangar, il n'en faudrait pas davantage. Elle lissa sa chemise d'un air absent et éternua. Hormis le son de cet éternuement et celui de la respiration stertoreuse de Esker Brooklyn, dans l'autre lit de la petite clinique improvisée par le docteur à son cabinet, un silence profond régnait. L'assistance était sous le choc. « Est-ce qu'il est vraiment mort » demanda Kyle. « Non, c'est juste que j'aime bien les recouvrir pour blaguer » rétorqua Warwick d'un ton sans réplique. « Eh oui, merde, j'ai su qu'il m'échappait à 4 heures. C'est pour ça que je vous ai tous appelés. Après tout, c'est vous les pères du village maintenant, non ?» Ses yeux se fixèrent un moment sur Hazel et sur Bobby. « Oh, excusez-moi, j'oubliais les 2 mères du village. »
Bobby sourit sans joie. Il ne tarderait plus à n'y avoir qu'un seul sexe à Haven, ni mère, ni père. Juste un nouveau panneau publicitaire, du genre de ceux des rasoirs Burma, pourrions-nous dire, sur la grande route de l'évolution. Elle regarda successivement Kyle, Dick, Newt et Hazel, et vit que les autres avaient l'air aussi secoués qu'elle. Dieu merci, elle n'était donc pas la seule. Tommy et Esther étaient bien revenus, en avance même, parce que lorsque Tommy avait commencé à se sentir vraiment mal, 3 heures seulement après qu'ils eurent quitté le secteur de Haven et de Troyes, ils avaient accéléré, exécutant leur mission le plus vite qu'ils pouvaient. Ce foutu gosse est vraiment un héros, se dit Bobby. J'imagine qu'on peut rien faire d'autre pour lui que de lui réserver une place au cimetière, mais il n'en est pas moins un héros. Elle regarda du côté de Esther, pâle comme un camé, respiration sèche, yeux fermés. Ils auraient peut-être dû, revenir quand ils avaient senti les premiers maux de tête, quand leurs gencives s'étaient mises à saigner, mais ils n'en avaient même pas évoqué la possibilité. Il n'y avait pas que leurs gencives qui saignaient. Contrairement à celles des femmes plus âgées, les règles des adolescentes semblaient ne jamais vouloir s'arrêter. Elles ne l'avaient pas encore fait, en tout cas. Esther, dont les règles donc n'avaient pas cessé depuis le début de l'évolution, avait demandé à Tommy de s'arrêter au magasin général de Troyes pour qu'elle puisse acheter des serviettes hygiéniques plus épaisses. Elle s'était mise à saigner copieusement. Avant qu'ils aient acheté 3 batteries de voitures et une bonne batterie de camions d'occasion au magasin de pièces détachées de Derry, sur la route numéro 7, elle avait déjà trempé 4 maxi-serviettes. Leurs maux de tête s'étaient accentués, plus encore pour Tony que pour Esther. Quand ils eurent acquis une douzaine de batteries et plus de 100 piles de 1,5 V, 4,5 V et 9 volts à la quincaillerie de Derry, qui venait d'être livrée, ils comprirent qu'il fallait qu'ils rentrent, et vite. Tommy commençait à avoir des hallucinations. En remontant la rue Wentworth, il crut voir un clown souriant qui émergeait d'une bouche d'égout, avec des dollars d'argent luisant à la plage des yeux et tenant dans sa main gantée de blanc toute une grappe de ballons. Sur la route numéro 9, au retour, à une douzaine de kilomètres de Derry, le rectum de Tommy se mit à saigner. Il se gara et, le visage rouge d'embarras, demanda à Esther si elle pouvait lui passer une de ses serviettes. Il put lui dire pourquoi quand elle l'interrogea, mais il n'osa pas la regarder. Elle lui en passa quelques-unes et il se retira à une minute derrière les buissons. Il revint vers la voiture en titubant comme un ivrogne, une main tendue en avant. « Va falloir que tu conduises, Esther, dit-il. J'y vois plus des masses. » Quand ils atteignirent la limite du village, le siège avant de la voiture était maculé de sang et Tommy inconscient. Esther n'y voyait plus qu'à travers un voile sombre. Elle savait qu'il était 4 heures en ce splendide après-midi d'été, mais le docteur Warwick sembla venir vers elle auréolé d'un nuage crépusculaire pourpre. Elle comprit qu'il ouvrait la portière, qu'il lui touchait la main et qu'il disait « Tout va bien, ma chérie, tu es revenue, tu peux lâcher le volant maintenant, tu es de retour à Haven. » Elle réussit à relater de façon plus ou moins cohérente leur après-midi, alors qu'elle reposait entre les bras protecteurs de Hazel McCready, mais elle avait rejoint Tommy dans l'inconscience bien avant qu'il n'arrive au cabinet du docteur, alors que celui-ci dépassait les 100 à l'heure pour la première fois de sa vie, ses cheveux blancs agités par le vent. « Et la gamine ?» murmura Hadley McKean. « Sa tension artérielle s'effondre, dit Warwick, mais elle ne saigne plus. Elle est jeune et solide, c'est une vraie fille de la campagne. J'ai connu ses parents et ses grands-parents, elle s'en sortira. » Il regarda autour de lui et ajouta sombrement « Mais je ne crois pas qu'elle recouvre jamais la vue. » Le maquillage, qui les faisait tous ressembler à une demi-douzaine de clowns aussi fantomatiques que bronzés, ne pouvait dissimuler les larmes qui emplissaient ses vieux yeux bleus. Bobby rompit le silence paralysant qui avait régné après cette déclaration. « Mais si, dit-elle. » Le docteur Warwick se tourna vers elle. « Elle verra de nouveau, dit Bobby. Quand l'évolution sera terminée, elle verra. Nous verrons tous d'un œil à ce moment-là. »« Oui, dit-il en croisant un instant le regard de Bobby avant de baisser les yeux. Je te crois, mais c'est quand même bien dommage. »« C'est triste pour elle, approuva Bobby sans ardeur. C'est pire pour Tommy. Ce n'est pas gai non plus pour leurs parents. Il faut que j'aille les voir, mais j'aimerais assez ne pas être seule. » Elle regarda chacun d'entre eux, mais leurs yeux se détournèrent des siens à tour de rôle, et leurs pensées ne furent plus qu'un doux ronronnement. « Oh, d'accord, dit Bobby, je me débrouillerai. Enfin, j'espère. »« Je crois, dit humblement Hadley McKean, que je vais venir avec toi, si tu veux, Bobby. Ça te fera de la compagnie. »« Oh, merci, Had, dit-elle, avec un sourire fatigué, mais pourtant lumineux, tout en lui serrant l'épaule. Encore une fois, merci. » Ils sortirent.
Les autres les regardèrent, et quand ils entendirent démarrer le pick-up de Bobby, ils se tournèrent vers le lit où Esther Brooklyn reposait, inconsciente, raccordée à une machine de soins intensifs fabriquée à partir de 2 radios, d'une platine de tourne-disque et de la télécommande du nouveau téléviseur Sony du docteur. Et naturellement, un tas de piles. Mercredi 10 août. En dépit de sa fatigue, de son esprit confus, de son incapacité à cesser de jouer les Hamlet et pire encore, de son impression persistante que les choses s'aggravaient sans cesse à Haven, Jim Gardiner s'était à peu près tenu à l'écart de la bouteille depuis le jour où Bobby était revenu et qu'ils s'étaient allongés ensemble sur les aiguilles de pain odorantes. C'était dû en partie à une appréhension correcte de ses intérêts personnels. Trop de segments de nez, trop de maux de tête. Ils étaient sans aucun doute partiellement imputables à l'influence du vaisseau, se disait-il. Il n'avait pas oublié ce qui s'était passé après que Bobby l'eût poussé à toucher sa trouvaille, quand il avait saisi le rebord du vaisseau et ressenti cette vibration rapide et paralysante. Mais il n'était pas inconscient au point de ne pas savoir que ces souleries régulières n'avaient rien arrangé. Il n'avait pas sombré dans de vrais trous noirs, mais certains jours, son nez avait saigné 3 ou 4 fois. Il connaissait sa tendance à l'hypertension, et on lui avait dit plus d'une fois que sa façon de boire risquait d'aggraver un état déjà préoccupant. Il allait donc plutôt bien, jusqu'à ce qu'il entende Bobby éternuer. Ce bruit, si affreusement familier, raviva une série de souvenirs, et une idée terrible explosa soudain dans son esprit comme une bombe. Il se rendit dans la cuisine et ouvrit le panier à linge pour regarder une robe, celle que Bobby portait la veille au soir. Bobby ne sut rien de cette inspection parce qu'elle dormait. Elle avait éternué dans son sommeil. La veille, Bobby était sorti sans lui donner aucune explication. Elle lui avait semblé nerveuse et inquiète, et bien que tous deux aient travaillé dur toute la journée, Bobby n'avait presque rien mangé au dîner. Et puis, au soleil couchant, elle avait pris un bain, changé de robe, et elle était partie dans son pick-up, malgré la chaleur encore moite du soir. Gardiner l'avait entendue rentrer vers minuit, et avait vu la lumière brillante quand Bobby avait pénétré dans le hangar. Il pensait qu'elle était revenue aux premières lueurs de l'aube, mais il n'en était pas sûr. Toute la journée, aujourd'hui, elle avait été morose, ne parlant que lorsqu'il lui adressait la parole, et seulement par monosyllabes. Les efforts maladroits de Gardiner pour lui remonter le moral n'avaient obtenu aucun succès. Bobby n'avait pas dîné non plus ce soir, et elle s'était contentée de secouer la tête quand Gardiner lui avait proposé de faire quelques parties de cartes sur le porche, comme au bon vieux temps. Les yeux de Bobby, incrustés dans cette curieuse couche de fond de teint couleur chair, semblaient plus sombres et humides. Alors que Gardiner se faisait cette remarque, Bobby avait attrapé une poignée de Kleenex sur la table derrière elle et éternué 2 ou 3 fois. « Un rhume d'été, j'imagine. Je vais m'effondrer, garde. Je suis désolé de gâcher ainsi les réjouissances, mais je suis crevé. »« D'accord, dit Garde. » Quelque chose, un détail familier dont il se souvenait, le rongeait, et il restait là, tenant la robe entre ses mains, une petite robe d'été en coton, sans manches. Avant, elle l'aurait lavée le matin même, accrochée dehors pour qu'elle sèche dans la journée, repassée après le dîner et rangée dans le placard bien avant l'heure du coucher. Mais rien n'était plus comme avant. Il vivait maintenant des nouveaux jours améliorés, et on ne lavait plus les vêtements que lorsque cela devenait absolument nécessaire. Il y avait des choses plus importantes à faire, non ? Comme pour confirmer cette idée, Bobby éternua 2 fois de plus dans son sommeil. « Oh non » murmura Garde. « Pitié !» Il remit dans le panier cette robe qu'il n'avait plus envie de toucher. Il claqua le couvercle et se raidit, inquiet que le bruit ait pu réveiller Bobby. Elle a pris le pick-up. Elle est partie faire quelque chose qu'elle ne voulait pas faire, quelque chose qui l'inquiétait, quelque chose de suffisamment solennel pour qu'elle ait mis une robe. Elle est revenue tard et elle est allée dans le hangar. Elle n'est pas repassée par ici pour se changer, et elle est allée dans le hangar comme si elle devait y aller, tout de suite. Pourquoi ? Mais la réponse, associée aux éternuements et à ce qu'il avait trouvé sur sa robe, semblait impossible à esquiver. Du réconfort. Et quand Bobby, qui vivait seul, avait besoin de réconfort, qui était toujours là pour le lui procurer ? Garde ? Ne me faites pas rire, les gars. Garde ne se pointait que lorsqu'il avait besoin de réconfort, pas pour la réconforter elle. Il avait envie de se saouler. Il n'en avait jamais eu plus envie depuis que toute cette folle histoire avait commencé. Allez, laisse tomber. Alors qu'il se retournait pour quitter la cuisine, où Bobby gardait aussi bien les bouteilles d'alcool que le panier à linge sale, quelque chose ricocha sur le parquet. Il se pencha, ramassa l'objet, l'examina, le fit sauter dans sa main d'un air songeur. C'était une dent, naturellement, le grand numéro 2.
En glissant un doigt dans sa bouche, il y trouva un nouveau trou. Il regarda la trace de sang sur son doigt, gagna la porte de la cuisine et prêta l'oreille. Bobby ronflait en rafale dans sa chambre. Il semblait que ses sinus fussent aussi fermés qu'un verrou. Un rhume d'été, a-t-elle dit. Peut-être, c'est peut-être ça. Mais il se rappela comment Peter sautait parfois sur ses genoux quand Bobby était assise dans son vieux fauteuil à bascule près de la fenêtre, en train de lire, ou quand elle était dehors sur le porche. Bobby disait qu'il y avait plus de chances que Peter exécute un de ces sauts massacreurs de nichons quand le temps était incertain, tout comme il y avait plus de chances que cela déclenche chez elle une de ces crises allergiques quand le temps était chaud et instable. C'est comme s'il savait, avait-elle remarqué une fois en passant la main dans les poils du beagle. Est-ce que tu sais, Peter? Est-ce que tu aimes me faire éternuer? Un malheur ne vient jamais seul, c'est ça. Et Peter avait semblé rire, à sa façon. Gardner se souvenait qu'au moment où le retour de Bobby l'avait brièvement éveillé la nuit précédente, le retour de Bobby et cette lumière verte, il avait entendu le lointain grondement d'un orage de chaleur, sans grande importance. Maintenant, il se souvenait que parfois Peter avait aussi besoin d'un petit réconfort, surtout quand ça tenait. Peter était terrorisé par ce bruit, par le bruit du tonnerre. Seigneur, est-ce qu'elle garderait Peter dans ce hangar? Et dans ce cas, pourquoi? Il y avait aussi de drôles de traînées vertes sur la robe de Bobby, et des poils. Des poils courts, bruns et blancs, très familiers à Garde. Peter était dans le hangar, et il y était depuis toutes ces semaines. Bobby avait bien menti en prétendant que Peter était mort. Dieu seul savait sur combien de choses encore elle avait menti. Mais pourquoi ça? Pourquoi? Gardner ne savait pas. Il changea de direction, revint vers le placard à droite et au-dessous de l'évier, se pencha et en extirpa une nouvelle bouteille de scotch. Il en brisa le seau et, levant la bouteille, il s'écria « Au meilleur ami de l'homme !» Et il but au goulot, se gargarisa rageusement et avala une première gorgée. « Peter, qu'est-ce que tu as foutu de Peter, Bobby ?» Il avait décidé de se saouler complètement, et vite.